Donc voilà, nous venons de voir le Her Socialist Smile de John Gianvito. Je suis donc avec Jonathan Larcher, que j'ai présenté tout à l'heure, qui est anthropologue et chercheur à l'école universitaire de recherche, et Armel Chrétien qui va traduire la conversation. Et nous avons John Gianvito donc en duplex avec nous. John, je voudrais tout d'abord vous demander concernant Helen Keller. Quel est son impact jusqu'à nos jours, c'est-à-dire dans la société américaine d'aujourd'hui? Est-ce qu'on en parle d'elle encore? Est-ce que ces idées peuvent être encore d'actualité? Voilà, je voulais commencer par ça. So, first question, John, about Helen Keller and her impact and importance in the current American society for today's generation. Is she still a prominent figure and somebody who is relevant in present-day America? My general impression is that she remains a kind of iconic figure within the disability movement that I don't think as well known as she was through much of the 20th century, but there continues to be in general terms here a kind of sanitized image of who she was and what her life was about. That's often tied to popular culture, the continued revival of the play, The Miracle Worker, and the various film versions of that play. There's certainly a fair amount of contemporary scholarship that has brought more dimensionality to who Keller was, not only in terms of the political dimension that has interested me, but in terms of other aspects of her life, her romantic life, which was also sanitized in much of the popular literature. And part of my project is to suggest that that we can extract from Helen Keller's writings a lot of value that's still useful to the struggles that we're confronting, not only here in the U.S. but internationally. For me, there's much that's has contemporary relevance. This isn't a project about just correcting a historical oversight. It's about the usefulness of what Keller was speaking and writing about to our contemporary times. Oui, ça reste une figure iconique, notamment dans le mouvement autour des handicaps. Cela dit, il faut dire que sa célébrité est sans doute moindre que celle qu'elle a pu avoir tout au cours du XXe siècle, et dans une dimension également beaucoup plus édulcorée de son existence. Ça passe à travers la culture populaire, notamment à travers toutes les représentations de la pièce Miracle en Alabama et toutes les variations autour de cette pièce. Mais en ce qui me concerne, je dirais que mon travail part aussi d'une quantité de travail de recherche académique qui a permis un petit peu de redécouvrir toutes les différentes dimensions de la vie d'Helen Keller, pas seulement celles qui m'intéressent, les dimensions politiques, mais même au regard de sa vie sentimentale qui a également été édulcorée. Donc mon projet a été effectivement
de revenir à ses écrits et de refaire vivre toute l'importance qu'elle a aujourd'hui pour nous. Et il ne s'agit pas uniquement pour moi de corriger peut-être un oubli historique, mais vraiment de parler de toute l'importance qu'elle a aujourd'hui encore pour notre société. Jonathan, cette question de la remise en mémoire, on va dire, auprès des personnes qui peuvent voir les films de Jon Vitti, enfin, c'est cette constante qu'on peut retrouver, par exemple, dans Prophet Motive and the Whispering Wind, qui est une sorte d'appel à la mémoire, en fait, si j'ose dire. Est-ce que pour vous, ce film Her Socialist Smile rentre dans cette constante-là de la manière dont Jon Vitti peut faire du documentaire, en fait? Je traduis peut-être pour John cette question. So it's a question for Jonathan. A question about whether this issue of memory and of reviving memory that we can find in other documentaries that you've made is also present in your latest film, Her Socialist Smile, and if that makes a connection between all of these different works. Merci Christian pour la question. Je vais du coup en profiter pour présenter Jon dans les grandes lignes. Parce qu'effectivement, ce travail de lutte contre l'amnésie des mouvements sociaux et des différentes luttes politiques est au centre du travail de Jon. Il faut le dire d'emblée, en fait, Jon n'est pas seulement un cinéaste, il est depuis déjà plusieurs décennies en fait un enseignant. Il est actuellement professeur en art vidéo et art filmique à l'Emerson College dans le Massachusetts, et il est aussi curateur et programmateur. Il a notamment travaillé pendant 6 ans à l'Harvard Film Archive, mais voilà, il est en fait aussi critique et historien du cinéma. Et depuis au moins 2 décennies, depuis son film The Mad Songs of Fernanda Yusen en 2001, qui est un film de fiction, son travail documente une histoire visuelle de l'impérialisme états-unien et en fait informe sur les conséquences de la présence militaire des États-Unis sur les populations d'Irak, d'Afghanistan et des Philippines. Et s'il fallait essayer de mettre, pas résumer, mais de mettre en avant un élément moteur de son travail, on le trouve en fait avec une citation qui ouvre ce film dont tu parlais, Prophet Motive and the Whispering Wind, qui est la longue mémoire est l'idée la plus radicale aux États-Unis. Et c'est particulièrement saillant dans ce film-là, qui est consacré en fait à la mémoire des luttes aux États-Unis, aux guerres amérindiennes, au mouvement anarchiste et syndicaliste, à la lutte pour les droits civiques dans les années 50 et 60. Et Whispering Wind est frappant parce qu'il a beaucoup d'analogies avec Her Socialist Smile, qu'on vient juste de voir, qui est à la fois un parcours des États-Unis avec une caméra 16 mm, mais qui en fait relie ou propose une lecture alternative de l'histoire des États-Unis à partir des mouvements sociaux, à partir de ces différents combats. Et alors peut-être là pour maintenant nous concentrer vraiment sur le film Her Socialist Smile, Jon, j'ai une question. Il y a un important travail de documentation, alors qui est présent dans ce film, qu'on voit dans les films précédents. Est-ce que tu peux nous dire quand est-ce quelle est l'étincelle de départ et comment tu as procédé ensuite pour collecter? Donc il y a énormément de documents, mais il y a aussi différentes sources. Il y a les livres d'Helen Keller, mais aussi en fait tout un ensemble de personnes qu'on ne connaît pas trop, qui ont participé à ces mouvements sociaux. On a des enregistrements musicaux, on a des transcriptions des discours d'Helen Keller, il y a des films, il y a des photographies. Voilà. Donc, quelle est l'étincelle de départ et comment tu as procédé pour collecter toute cette documentation?
So John, after a short presentation of your work and of the theme of memory and struggles that runs through it, a question about this documentary, about the work that you've done focusing on documentation. And a first question was, how did you find that first spark of interest? And a second question is, how did you get to collect all of these documents that are used throughout the documentary? We have a lot of texts from books, but also pictures. We have sound recordings. So how did you come? How did you find all this material and work through it? Mm-hmm. So the origins of this project go back quite a ways. Right now, over 21 years ago. And to the best of my recollection, I believe it was in reading some text by the radical historian Howard Zinn, who was the inspiration for the film that Jonathan was mentioning, Prophet, Motive, and the Whispering Wind, in which he spoke about this this side of Keller's life that had been expunged from orthodox biographies of her life, and I got intrigued and started searching for more information, and I was able to find a number of texts where Keller's really ardent embrace of socialist ideas came through, and I felt many of these texts seemed as if they could have been written that week. They seemed to speak as clearly to that contemporary moment as when they were first written. So that was the beginning of my interest and excitement in Keller. I'm going to take a pause there so you can translate. Thank you. Je pense que les origines de ce film remontent à il y a assez longtemps, je dirais 21 ans pour être assez précis, à la lecture d'ouvrages de Howard Zinn, l'historien américain, et qui a d'ailleurs été la source du film dont vous parliez, Prophet, Movie and the Whispering Wind. Et effectivement, dans cet ouvrage de Howard Zinn, il évoquait tout cet aspect édulcoré de la vie d'Helen Keller, et je me suis mis à rechercher du coup des matériaux, des textes, ce que j'ai réussi à trouver, et j'ai été frappée par le fait que ces textes paraissaient avoir été écrits la semaine précédente, tellement ils étaient encore d'actualité. And at that time, I thought, well, this had the potential to me to perhaps be the subject for a short film, and I began exploring that possibility. And over the course of about a year, I pursued that, and to my surprise, I kept finding that while I could locate these written texts, I could come up with almost no images whatsoever of Keller speaking at all kinds of political rallies and events within the socialist community. No documentary film footage, no audio recordings of those events, and yes, this is an early time, this early part of the 20th century, and there's a lot of loss of photographic and audio materials that just happen through the limitations of preservation efforts and so forth. But
when you recognize that she was, by the time she was in her 20s, she was probably the most famous woman in the United States and one of the most famous women in the world. And there's all kinds of other documentation of her life. It was really shocking to me that I just couldn't find anything that spoke specifically to this aspect. Donc j'ai voulu, je me suis dit qu'il y avait peut-être de quoi faire un court-métrage au fait, à partir de cette histoire, et j'ai travaillé dessus pendant 1 an. Je me suis assez rapidement rendu compte que s'il y avait certes beaucoup de textes, de documents écrits autour d'Helen Keller, j'étais dans l'incapacité de trouver des documents visuels et des sons, des enregistrements sonores de tout ce qu'elle avait pu faire en termes de discours, de conférences au sein du Parti socialiste. Et si je peux certes comprendre qu'on était au début du XXe siècle, donc il y a certaines raisons à cela, d'un point de vue purement de conservation des documents. C'était aussi, à l'âge de 20 ans, déjà une des femmes les plus célèbres du monde. Donc j'ai quand même été très, très surpris et choqué, considérant qu'il y avait d'autres types de documents qui étaient accessibles d'Helen Keller. J'ai été surpris du peu de documents visuels et audio qui étaient accessibles. So I developed some theories as to why I think some of that material has vanished, and we can get into that later if you want. But practically, some of the things that are well known and are mentioned in the film itself include the succession of fires, the ones that happened in her own house when she was living in Connecticut, and then years later on September 11th, 2001, with the destruction of the Helen Keller International in New York. And that coincided with that time period when I was considering doing this event. So when I did doing this project, and so when I heard about the loss of this other archive, that's when I, at that time, said, okay, I guess it's an interesting idea, but for a filmmaker, there's really not much that I can do with this, and I just moved on to other projects. Fast forward to, I guess now about 4 years ago, I had finished a project and starting to think about what I might be moved to work on next, and this idea about a project on Helen Keller starts reemerging. And the way I often describe it is that it was as if there was this voice in my head telling me, okay, you're interested in making a film about the most famous blind, deaf person. You have no images, you have no sounds. That's an interesting creative problem that you shouldn't shy away from. And so that it was at that point that I embraced the idea that there could be some pathway towards making a film in the absence of the traditional materials that one assumes you need to make a historical documentary. And so while there are some audio recordings in the film and some photographs, they're nominal. That doesn't comprise the bulk of the film, and so I had to find other alternatives, and enjoyed the process of discovering what those might be. And so I did spend, to Jonathan, the question as to how I went about it. I spent 3 years reading every one of the books she wrote, reading most of the serious biographies that have been written about her, spending a lot of time looking through old newspapers or and obscure journals that have been preserved by the American Foundation for the Blind and the Perkins School for the Blind, which holds the majority of the
the Keller collections today. And out of that, bit by bit, found elements that I thought could contribute to a portrait of her ideas around socialism, which was the thrust of the film. It was not meant to be a biography. They're biographical elements, but to me, they're ancillary to the actual thrust of the film, which was really focused on ideas. Donc, quant aux raisons pour lesquelles tous ces matériaux ont disparu, j'ai plusieurs théories, mais un des éléments primordiaux était la succession de feux, d'incendies qu'il y a eu. Le premier dans sa maison du Connecticut, chez elle, quand elle y vivait, et qui a conduit à la disparition d'une partie des archives. L'autre, au fond, Helen Keller International, le 11 septembre 2001. Suite à l'effondrement des tours jumelles, qui a conduit donc à la destruction également de ces archives, et ça s'est produit à peu près au moment où j'envisageais de faire ce projet. Donc à ce moment-là, je me suis dit, bon, je laisse tomber finalement ce travail sans images et sans son. Il n'y a pas de quoi faire un travail avec ça. Puis, donc, avance rapide des années plus tard, on va dire à peu près il y a 4 ans, je venais de terminer mon précédent projet, j'étais prêt à passer à quelque chose d'autre. Et finalement, la façon dont je décris ça, j'avais cette voix qui me disait, mais finalement, tu n'as pas de documents visuels, tu n'as pas de documents sonores, mais est-ce que c'est pas là précisément un défi intéressant et devant lequel il ne faut pas reculer. Donc c'est à partir de là que j'ai voulu créer mon projet. Donc la question, si c'est ensuite comment est-ce que je me suis tournée vers cette voie alternative, l'idée de faire un film basé sur ce défi. J'ai simplement beaucoup lu à la fois ses textes à elle, quelques biographies intéressantes à son sujet, beaucoup de journaux, beaucoup de revues obscures qui avaient été, des textes obscurs qui avaient été conservés par la Perkins School for the Blind et l'American Foundation for the Blind. Et tout ça m'a permis de concentrer mon projet donc autour de cette question du socialisme, parce que le projet n'était pas de faire une biographie d'Helen Keller. Il y a certains éléments biographiques sans aucun doute, mais le centre de mon projet était de m'intéresser à l'aspect politique socialiste dans sa vie. Jonathan ? Oui, merci John. Je voudrais justement, alors peut-être là pour plutôt le public et moins pour John qui connaît bien cette histoire, dire à quel point tu maîtrises parfaitement l'exercice de reconstituer une histoire en l'absence de documents. Le précédent travail qui était qui est constitué donc dans ce diptyque For Example de Philippines, qui sont 2 films, Vapor Trail Clark and Wake Subic. Donc là, c'est un diptyque qui dure 9 heures et qui a pris 10 ans, avec un travail qui commence en 2004-2005 et le second film est terminé en 2015. Et là aussi, à plusieurs moments, alors on le voit en fait d'abord dans le film, où à plusieurs reprises, tu mentionnes des moments de la vie des Philippines qui sont liés à une résistance contre la présence américaine, et il n'y a pas d'image. Et plutôt que d'essayer de rajouter des ornements et de dissimuler le fait qu'il n'y a pas d'image, tu nous présentes un écran noir avec no images. Et dans A Socialist Smile, si on rentre maintenant vraiment dans le film et dans sa forme, j'ai une question sur 2 procédés. Peut-être le premier, quelle est pour toi la limite, ou s'il y a une limite, mais jusqu'où on peut aller pour rejouer ce qui s'est passé. Je pense particulièrement à comment tu as travaillé avec Caroline Forché pour faire revivre ces situations, et on a un montage qui est
alterne entre les moments où Caroline Forché lit des textes et des écrans noirs avec juste le texte que l'on doit lire. Comment est-ce que au moment où tu travailles le film, comment est-ce que tu fixes les limites entre ce qui doit être dit, ce qui doit être lu, ce qu'on doit entendre et ce qu'on doit voir en même temps? So John, I guess you're used to also to working on topics without documents, and that was already the case with your diptych, for example, the Philippines, in which you don't really try to hide the fact that at times the documents aren't present, and you opted to show a black screen with no images written. So to get back to her socialist smile, I'm sorry. First question would be on how far can you go to reenact something that happened, and how did you work with Caroline Forché. Caroline Forché? The editing is always going from her voice reading text to text on screen. How did you find the right balance between what people will hear, what people will read, what people will see? Well, if I understand the first part of the question in terms of what are the limits of how far one can go with the absence of text or materials, is that the? Mm-hmm. Yes. I'm not sure. To me, it's an interesting question as to, in both those works, as to why certain materials have vanished. I mean, it's a political question in both cases. I think that it wasn't just about the fires in Helen Keller's case. I think it's what I was alluding to earlier. I think there was a willful desire to suppress this side of Keller's public image, and similarly with the, for example, the Philippines, to erase that tragedy from the history books. So it's important to recognize that. At the same time, while that's an aspect of what's going on here, most of the written texts of Keller survive, and that's largely how she did. Though she did give many public speeches and addresses, that is how she revealed herself to the world by and large through her writing, and yet, even though it's there, it's not paid attention to. So this was a way of focusing on that writing and less on the background story of its erasure. Your image has disappeared to me. I don't know if that's a technical problem or not. That should concern me or not. We can hear you. We can hear you, but maybe I can take this opportunity. It's not a problem for me. I'm just pointing it out in case you're having a technical issue. I don't know if we are. I'll just take the opportunity to translate what you've just said. Yes. I guess. Yes. Yeah, merci. Oui, si la question est jusqu'où on peut aller en l'absence de matériaux, de sources documentaires, je ne sais pas. C'est une question intéressante, mais il faut dire que la question de la disparition des archives, et c'est ce à quoi j'ai fait allusion, n'est pas purement accidentelle. Oui, il y a eu ces feux, mais je pense qu'il y a eu aussi une volonté
de faire disparaître cette dimension de la vie d'Helen Keller, et on peut dire que c'est la même chose dans le cas des Philippines, de faire disparaître cette tragédie des livres d'école. Je sais pas, ça va là? I think it's okay. Yes. Okay. Et donc pour moi le travail a été pour autant de continuer à travailler avec les textes qui eux sont présents. Certes, une partie du travail d'Helen Keller a été fait pendant ses conférences et ses discours, mais elle a également beaucoup écrit, et je voulais me concentrer là-dessus encore plus que sur son effacement. And then regarding the involvement with Caroline Forché, as I know Jonathan knows, she did the voiceover for Wake Subik, and it was already at that point that I had the idea that it would be interesting, at least interesting to me, to see the narrator when you're watching a film. That there's been so much attention paid in documentary scholarship about the problem of the omniscient narrator, the invisible, voice of God narrator. That I felt let's just invite that figure onto the screen. But because I hadn't done that and it's a diptych, and I hadn't done that in Vapor Trail, I wanted the forms of the film to mirror one another, and I held off on that concept. But it came back, the opportunity came back with Her Socialist Smile to introduce that, and I'm not sure that fully addresses your question, but I'll give a chance for translation. Thank you. Quant à la partie de la question qui concerne Caroline Forché et sa présence dans le film, comme tu le sais déjà, Jonathan, dans Wake Subik, elle était déjà dans le rôle de la personne qui fait la voix off. Et il y a beaucoup eu de travaux aussi qui ont été réalisés, de questionnements autour de cette voix off un peu omnisciente, cette voix divine. Et je me suis dit, pourquoi simplement ne pas filmer la personne qui parle? Sauf que pour le cas de Wake Subik, comme il s'agissait d'un diptyque et que Paper Trail avait déjà été fait avec une autre forme, je voulais rester dans la même idée et coller à ça. Donc c'était pas possible de le faire à ce moment-là, mais c'est une idée qui m'est revenue et que j'ai pu appliquer pour Her Socialist Smile. I'm remembering now that part of your question was about the decision about how long to leave text on, and when to include the narrator and so forth. Some of that unfolds in a very organic process that's not so easy to describe, but certainly one of the more challenging things was, for both me and my co-editor, was determining how long to leave text up on screen that would allow people sufficient time, presumably, to read that without it being so long that the film loses any kind of forward momentum, and then just the intrinsic issue about the fact that you're asking people to spend as much time in a cinema reading, and doing it silently. I certainly could have opted to do the traditional things of having that read out loud, having dramatizations of someone pretending to be Helen Keller, and so forth. None of that interested me. And whether there are people who feel the decisions I made are kind of anti-cinematic or something, that's for them. I made the film that I myself wanted to sit down and watch, and I'm the first audience member for my own film. I don't think there are any rules,
you know, about what cinema is. There's certainly other films that have, I think of Michael Snow's film So Is This, which is just single words on screen, or you know, when you were talking about what the limits are of having no images, I thought of Marguerite Duras' film L'Homme Atlantique, which has some images, but where the screen is largely black and so forth. I mean, there's endless possibilities here of how we use this medium, and so it's not a particularly interesting question to me about, you know, how much text I decided to use. If the text is interesting and it's relevant to what my goals were, and as I said, that's that silence and using the written word was how Keller both communicated with the world, and is also largely how she received the world. She was a really voracious reader, and so words meant a lot to her in her daily life. And then touch was the other way that she communicated with the world, and I tried to incorporate a kind of what I felt was a sort of tactile way of photographing the world as a kind of corollary to that dimension of her life. Oui, je me souviens maintenant de l'autre aspect de la question, donc sur l'équilibre et les choix faits entre l'image, le texte, le son. Une partie de ce choix repose sur un travail purement organique qui est assez difficile à décrire. Mais il y a quand même eu un gros travail fait avec mon monteur qui était la question du temps d'affichage du texte à l'écran. D'un point de vue purement pratique et technique, le temps qu'il fallait aux gens pour le lire, et puis la question peut-être plus fondamentale de laisser ce texte dans le silence pour que les gens le lisent. Et peut-être que à ce stade, certains pensent que c'est un travail qui n'est plus cinématographique. Moi, j'ai fait le film que j'aimerais voir en tant que spectateur. Je suis le premier spectateur de mes films. Et quant à la dimension cinématographique, je pense qu'il existe une infinité de définitions de ce qui est cinématographique, si on pense au travail de Michael Snow, si on pense au travail de Marguerite Duras dans leurs œuvres cinématographiques. Par ailleurs, je pense que tout ce qui est de l'ordre du texte, c'est précisément la façon dont Helen Keller communiquait avec le monde, et dont la façon dont elle recevait le monde. Elle était elle-même une grande lectrice. Donc le mot, la parole écrite était sa façon d'être en contact avec le monde. Son autre façon d'être en contact avec le monde, c'était effectivement par le sens du toucher. Et j'ai également essayé d'amener cet aspect-là à travers ce que j'ai pu filmer et intégrer dans le film. J'aurais voulu savoir à propos de ce manque d'images et du fait que par moment on soit dans un noir. En fait, assez souvent dans ce film-là, les images sont littéralement noires. C'était le cas effectivement d'Helen Keller qui n'avait pas d'image elle non plus. Je voulais savoir si vous établissez un lien entre le fait qu'elle ait ce handicap qu'elle veuille éclairer quelque part le peuple, c'est-à-dire qu'elle veuille que le peuple aussi sorte du noir et s'émancipe en fait. Est-ce que c'est quelque chose qui a travaillé ce film aussi? So it's a question about this absence of images and the fact that we're often left with on screen with a black screen, and the fact that Helen Keller in her own life was in the dark in some way. Is that something that was part of your own work to reflect on the idea that she was herself as a blind person in the dark, and that she tried to enlighten or lead people towards the light in a more political way? I recognize why that seems like an obvious metaphor in terms of the
the form of the film, and I don't deny that it can be read that way. It's totally, I'm totally okay with that. But it wasn't a deliberate, conscious thought that that's what I was mirroring. I think it's just a natural evolution of how I progressed with the fact that I had to find a way to explore these ideas in the absence of traditional documentary materials. And oui, je reconnais que c'est une métaphore qui puisse s'appliquer au film. Je la renie pas, mais c'est pas non plus quelque chose que j'ai développé consciemment. Moi, à travers le film, c'était simplement la conséquence du fait que j'ai dû travailler sans images. C'était plus sur la mission que c'était, dont s'était investi Hélène Keller, où je sais pas, on peut voir, alors c'est peut-être complètement hors de propos, mais on a l'impression qu'elle cherche aussi à faire sortir à mener les gens vers une certaine, hors de l'aveuglement, en tout cas l'aveuglement politique, et qu'ils apprennent à se battre contre cet aveuglement que peut provoquer la politique de temps en temps, et qui peut les enfermer dans un système assez réduit et des œillères, on va dire. Enfin, c'était plus que la démarche de John, en fait. And beyond your own approach, John, about Helen Keller herself, did you see something there in the fact that she herself was blind or in the dark, and that she tried to lead people out of blindness in a political way? Well, that was something she emphasized a lot, that her interest was in what she called social blindness, and again, I recognize why the form of the film seems to so obviously mirror the fact that it's about someone, it's the ideas of somebody who lived their life in physical darkness. But I'm thinking back to decisions I made in the Philippine films, and there again, there's a fair amount of text on screen that could have been spoken over images, because there was a lot of images in the film. And it's been my experience that in many films where there's rich content on the soundtrack and active imagery and editing, that the eye is always stronger than the ear, and that with every change of image, even if it's just for a fraction of a second, your brain is processing that new visual material and doesn't quite focus on as intently on what's being said, if something's being said at that same moment. And it's so the important thing for me is that people are actually paying attention to whatever it is I want them to pay attention to, whether it's an image or sound or an idea. Providing that quiet contemplative time to be with Keller's ideas, whether they're spoken or on screen, it's all about being in service to how can I find a way in which you really hear, you really see, you really remember what's happened, and this links into other ideas that I've thought about a long time about
how you make films that ideally don't evaporate 20 minutes after you leave the cinema, and that really have the potential to stay with you and resonate with you. And that's something I'm constantly interrogating for myself. C'est quelque chose qu'elle a elle-même évoqué, cette idée de social blindness, donc d'aveuglement social. Et je peux voir en quoi le film, en quelque sorte, est un miroir de ça. Mais si je pense formellement à ma propre approche, si je repense par exemple au diptyque sur les Philippines, il y a également des moments où j'aurais pu présenter ce texte en voix off par rapport à l'image. Mais de ma propre expérience, quand il y a un contenu très riche, à la fois en termes de montage, à la fois visuellement, à la fois sur la bande son, simplement l'œil réagit en premier et on est moins réceptif par rapport à ce qui est dit. Et donc toute la question pour moi était simplement de savoir comment est-ce que je pouvais attirer l'attention sur ce que je voulais être, qui soit au centre de l'attention. Et ici, donc, les paroles, les textes de Helen Keller, et ça se noue également avec juste une question plus large qui est toujours avec moi, qui est comment est-ce qu'on fait pour faire un film qui ne s'évapore pas juste 20 minutes après qu'on soit sorti de la salle, comment est-ce qu'on fait un film qui a une résonance plus longue et qui reste vraiment avec nous. John, je voulais juste la poser à la fin. D'abord, dire combien ta pratique est instruite de toute une connaissance du cinéma d'avant-garde, de la littérature. Je voulais juste pointer deux figures que je retrouve dans le film. La première, c'est Caroline Forché. Je trouve, en fait, quand je l'ai vue, moi j'ai vécu entre eux, mais je suis sorti du diptyque sur les Philippines et j'arrive dans A Socialist File. Il s'est passé 3 ans entre temps, mais j'ai beaucoup vécu avec le film. Et quand je vois pour la première fois Caroline Forché à l'image, je fais oui d'emblée. Parce que, alors peut-être qu'en France on connaît pas trop bien qui est Caroline Forché, mais donc c'est pas besoin de traduire, je sais que John le sait. C'est une poétesse qui a écrit des recueils en fait, notamment sur la guerre civile au Salvador, et dont le travail a toujours consisté à la fois à manipuler les mots qui lui ont été confiés par les autres. Et je trouvais qu'en fait, il y avait une formidable justesse de lui laisser la possibilité de mettre en scène, qu'elle apparaisse ou non à l'image, mais mettre en scène en fait la parole d'Helen Keller. Je trouvais qu'il y avait là un rapprochement qui était quasiment évident. Et la deuxième figure que je vois dans le film, c'est Robert Todd, qui est un grand cinéaste du cinéma expérimental, qui est décédé en 2018 et qui était ton collègue à Emerson College. Robert Todd a laissé, en fait, on peut consulter sur Vimeo, je sais pas, des centaines de ses courts films qui sont des poèmes visuels et qui, pour moi, que je retrouve dans certains moments de ton film, où tu nous apprends aussi à regarder les images avec d'autres sens que la seule vue. Comme s'il fallait se saisir des images par le toucher, par l'ouïe, par l'odorat, et que j'ai trouvé vraiment qui m'ont beaucoup touché en fait tout au long du film. Et peut-être juste lui dire en quelques mots, juste rassurer. Yeah, I was just reminded how much your work is informed by avant-garde film, avant-garde literature, and I was struck by how two figures were in dialogue, or were very present to my mind in your film, and those are Caroline Fourchet, and I was very she's less
less known in France, but I found it extremely interesting to give her this opportunity to reenact to Ellen Keller's own texts. And the other figure would be Robert Todd, who was your colleague, and whose films are also available on Vimeo. And I found also this aspect in your work of making movies, making films in which the image is accessible through other senses than purely visual sense, but also accessible through touch and audition as other senses than vision and sight. I have now a question. You said once in 2017. Oh, pardon. Wow. Je peux aussi traduire en français. Non, je me suis perdu. Okay, sorry. J'ai essayé de passer au travers de l'écran, mais donc. En 2017, à Londres, John présentait ou discutait Vapor Trail Clark, donc le premier film sur cette longue histoire oubliée en fait de la colonisation des Philippines par les États-Unis. Et tu as dit à un moment donné de la discussion, je fais des films pour mettre les spectateurs en colère d'une très belle manière. Et effectivement, à la fin du film, on est habité à la fois où je trouve que tu prends soin des deux sentiments, à la fois la colère et à la fois l'espoir. La colère que tu sais faire à un moment donné apparaître par un morceau de punk avec l'écriture rouge qui me frappe à 1 heure du film et qui me permet quelque part de souffler après le fait que tu rappelles en fait tout ce qui s'est passé en 1917 lorsque les États-Unis déclarent la guerre, rentrent dans la Première Guerre mondiale avec toutes les conséquences que ça a sur les sièges du Parti socialiste, sur les publications de la gauche communiste, anarchiste, avec les assassinats des syndicalistes. Donc la colère est là. Et en même temps, malgré le fait que certains des textes aient disparu, qu'ils aient été brûlés, l'une des phrases que je retiens du film, c'est Helen Keller qui dit No bonfire has the power to kill ideas. Aucun feu n'a le pouvoir de tuer des idées. Et je voulais te demander comment est-ce que ou plutôt quelle place tu donnes en fait à la transmission. À la transmission d'un engagement politique ou la stimulation d'un engagement politique dans ton film, qui n'est pas seulement juste une expérience esthétique, mais qui a aussi pour conséquence de nous placer dans un état émotionnel, aussi à nous engager en sortant du film aussi. C'était long. In 2017, at a screening in London of the first part of for example, the Philippines, you talked about how one of your goals was to I don't know what your exact citation was, but to make people upset in a beautiful way. To make people upset in a beautiful way, and that's something that I also find in Her Socialist Smile, with the use of punk music 1 hour into the film, the way you recall what happened with World War I in the United States, the assassination of union leaders, this anger and the as a viewer, this emotion also works throughout this movie. So I guess my question would be, what role, what part does that play in your work? This emotional dimension, this effort to engage us. Yeah, to engage us throughout. Well, I guess it's what gets me out of bed in the morning. I've often argued that I think anger is a very underrated emotion, and there's a
a quote in my film, The Mad Songs of Fernando Hussein, by the late Native American activist and poet John Trudell, that says, never trust anyone who isn't angry. To me, it's the motive force that gets my films off the ground, that for me to commit to giving up what's invariably usually years of my life towards a project, there may be a variety of motivations, but the central fuel often is kind of indignation that the world that I want to see doesn't exist, and why doesn't it exist, and what's interfering with that world coming into being. And to the extent that I continue to make films, and it's something I continue to wrestle with about the value of making films given the other uses of my time and energy while I'm here, it's to hopefully contribute in very practical ways to furthering the possibility of a world that's with greater justice and more equality. And I'm not yet an expert on the writings of Antonio Gramsci, but I've recently begun reading some of that and become interested in his idea about the war of position, and that in order to shift the sort of paradigm, you have to, an idea has to be in the marketplace. It has to be in the public discourse, and the socialism has, I feel, at least here I know it has a much more complicated history, or at least as complicated a history in France, through the Mitterrand experiment that it's a separate issue. But here in the US, I think we're having a kind of new Red Scare in which all kinds of people who are far removed from anything that I would say is socialism are being accused of being socialist, because it's understood that it's believed that by particularly the Republican Party that anyone would recognize that that's a pejorative, that but I see all kinds of possibilities for the resurgence of these concepts, and so pointing out that a beloved historic figure actually passionately believed in these concepts, and that her words sound, as I said, often many parts of them I suspect you felt had resonance to our current struggles. To me, that was worth putting time and energy into to furthering that collective dialogue that I want us to be having. Oui, pour ce qui est de l'émotion de la colère, je dirais que c'est ce qui me permet de me lever tous les matins. J'ai déjà dit que je pensais que la colère était une émotion souvent sous-évaluée, sous-appréciée. Il y a cette citation du poète John Trudell qui dit que ne jamais faire confiance à quelqu'un qui n'est pas en colère. Donc, effectivement, dans la mesure où je me prépare à consacrer des années de ma vie à réaliser un film, il faut qu'il y ait ça comme moteur. Et que je sois prêt à dépenser autant de temps et d'énergie, il faut que j'ai la possibilité d'être révoltée par l'idée qu'il y a un monde que
dont je voudrais qu'il existe et qu'il n'existe pas encore. C'est ce qui me motive à continuer à faire des films, alors que je pourrais également faire beaucoup d'autres choses de mon temps. J'ai commencé à m'intéresser aux travaux de Antonio Gramsci, à l'idée de guerre de position et à l'idée qu'une idée, pour qu'elle prenne, il faut qu'elle soit dans le discours public. Et cette question du socialisme, je sais que l'histoire n'est pas la même aux États-Unis et en France, qu'elle est autrement compliquée en Europe également. Mais il y a actuellement une sorte de résurgence de cette peur rouge, cette angoisse du socialisme qui est utilisée comme accusation souvent par le Parti républicain. Donc je pense qu'avec une figure aussi emblématique qu'Hélène Keller, de présenter ses idées socialistes, ça permet de remettre ces questions au centre du débat aux États-Unis également, et de reparler de ces sujets dont j'aimerais qu'on discute. Et je pense qu'on va devoir en rester sur cette idée de colère qui est, je pense, centrale en ce moment. I would like to thank you very much, John. Mon plaisir. Merci. Merci, Jonathan, également. Et Armel, bien sûr. Demain, ce sera le Front Populaire numéro 2 et on verra Who is Afraid of Ideology, qui est un film de Marwa Arsanios, qui a un projet à long terme en fait, qu'elle tourne au fil des années dans différents pays, et qui tourne autour des questions d'écoféminisme. Voilà, et donc ce sera la deuxième partie de cette programmation. Thanks again, John. Yeah, merci beaucoup. Thank you. Thanks, John. Thank you, John.